Il existe une fatigue mystérieuse qui ne cède pas au sommeil. Vous la connaissez peut-être. C'est cette lourdeur qui vous colle à la peau dès le réveil, alors même que vous avez dormi 8 ou 9 heures. Vous ouvrez les yeux, et vous sentez déjà que la journée sera une montagne à gravir. Vous buvez du café, vous prenez des vitamines, vous essayez de vous reposer le week-end, mais rien n'y fait. Le lundi matin, l'épuisement est toujours là, fidèle au poste, logé au creux de votre poitrine ou pesant sur vos épaules comme un manteau de plomb. Cette fatigue-là n'est pas musculaire. Elle ne vient pas d'avoir couru un marathon ou d'avoir porté des charges lourdes. C'est une fatigue de l'âme, une usure de l'être. La société nous dit que si nous sommes fatigués, c'est parce que nous faisons trop de choses, que notre agenda est trop rempli, que nous manquons de temps. C'est en partie vrai, mais ce n'est que la surface du problème. La véritable raison pour laquelle vous êtes épuisé n'est pas ce que vous faites, mais la lutte permanente que vous menez à l'intérieur de vous-même pour être ce que vous n'êtes pas. Nous vivons dans une époque qui exige une performance permanente. Il ne suffit plus d'être vivant, il faut être quelqu'un. Il faut être un employé modèle, un parent parfait, un ami disponible, un partenaire attentionné. Et en plus, il faut être heureux et le montrer sur les réseaux sociaux. Cette injonction à la perfection crée une tension psychique continue. Imaginez que vous deviez tenir une pose de yoga compliquée toute la journée, sans jamais relâcher vos muscles. Au bout de quelques minutes, vous seriez en sueur, tremblant d'effort. C'est exactement ce que nous faisons psychologiquement. Nous tenons une pause. Nous portons un masque social pour être acceptés, pour être aimés, pour ne pas décevoir. Nous sourions quand nous avons envie de pleurer, nous disons oui quand tout notre corps crie non. Nous montrons de la force quand nous nous sentons vulnérables. Ce décalage constant entre notre vérité intérieure et l'image que nous projetons consomme une énergie phénoménale. C'est cela, la vraie fuite d'énergie. Ce n'est pas le travail qui vous tue, c'est le coût exorbitant de la comédie sociale que vous jouez sans entracte. Cette fatigue porte un nom, c'est la fatigue de l'hypervigilance. Depuis notre enfance, nous avons appris à scanner notre environnement pour nous y adapter. L'enfant qui a peur d'être grondé ou rejeté apprend très vite à surveiller l'humeur de ses parents, à anticiper leurs attentes, à se mouler dans le désir de l'autre. Devenu adulte, ce mécanisme de survie devient un tyran. Vous êtes constamment en alerte, qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je ne suis pas trop ceci ou pas assez cela? Votre cerveau ne se repose jamais, car il est occupé à calculer, à vérifier, à sécuriser votre place dans le groupe. C'est un travail invisible, non rémunéré, et totalement épuisant. C'est comme laisser tourner une application très lourde en arrière-plan sur votre téléphone. La batterie se vide à toute vitesse, même si vous n'utilisez pas l'appareil. Vous êtes fatigué parce que vous êtes en état de siège intérieur, défendant votre citadelle contre des jugements, réels ou imaginaires. Il y a aussi le poids écrasant des émotions refoulées. Nous avons souvent appris que certaines émotions sont mauvaises. La colère, la tristesse, la peur ne sont pas les bienvenus dans notre monde lisse et positif. Alors, que faisons-nous? Nous les avalons. Nous les compressons au fond de nous comme on essaie de maintenir un ballon sous l'eau. Mais maintenir ce ballon sous l'eau demande un effort constant. La colère que vous n'avez pas exprimée ne disparaît pas, elle reste là, stockée dans vos tissus, et elle demande de l'énergie pour rester cachée. La tristesse que vous n'avez pas pleurée devient un poids mort que vous traînez partout. Chaque émotion non vécue est une dette énergétique que vous contractez envers votre propre corps. Au fil des années, l'accumulation de ces non-dits et de ces non-vécus crée une saturation. Vous êtes fatigué parce que vous portez un sac à dos rempli de pierres émotionnelles que vous n'osez pas poser, de peur que tout s'effondre si vous l'ouvrez. Une autre source majeure de cette fatigue existentielle est la perte de sens. L'être humain est une créature qui se nourrit de sens autant que de pain. Nous pouvons supporter des efforts physiques intenses, des nuits blanches et des conditions difficiles si nous savons pourquoi nous le faisons, si cela a une signification profonde pour nous. Regardez les parents avec un nouveau-né ou les artistes passionnés. Ils sont épuisés physiquement, mais ils ont une lumière dans les yeux. En revanche, faire des tâches répétitives, obéir à des ordres absurdes ou vivre une vie qui ne correspond pas à nos valeurs vident nos batteries en un temps record. Si vous passez 8 heures par jour à faire un travail qui vous ennuie ou qui heurte votre éthique, vous rentrez chez vous vidé,
non pas par la tâche, mais par l'absurdité de la tâche. Votre âme s'éteint à petit feu. Cette fatigue est un signal d'alarme. C'est votre être profond qui vous dit « Je ne suis plus nourri, je suis en train de mourir de faim spirituelle ». Nous confondons souvent le repos et la distraction. Quand nous sommes épuisés par cette lutte intérieure, nous cherchons à nous changer les idées. Nous allumons la télévision, nous scrollons sur nos téléphones pendant des heures. Nous pensons que c'est du repos parce que notre corps est immobile sur le canapé. C'est une illusion totale. Ces activités ne reposent pas le cerveau, elles l'anesthésient. Elles le bombardent d'informations nouvelles, de lumière bleue, d'émotions artificielles. Pendant ce temps, le bruit de fond intérieur continue. La véritable récupération nécessite un silence, un arrêt des stimuli, un retour à soi. Mais ce silence nous fait peur, car c'est dans le silence que l'on entend le plus fort le cri de notre fatigue. Alors nous fuyons dans l'agitation, ajoutant de la fatigue à la fatigue, dans un cercle vicieux sans fin. Pour commencer à comprendre cette fatigue, il faut donc changer de diagnostic. Arrêtez de culpabiliser en vous disant que vous êtes paresseux ou faible. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous êtes simplement un être humain qui a trop longtemps négligé ses besoins intérieurs au profit des exigences extérieures. Votre fatigue est intelligente. Elle est là pour vous protéger. Elle vous force à ralentir parce que la direction que vous prenez n'est pas la bonne, ou parce que le rythme n'est pas le vôtre. Elle est comme un disjoncteur qui saute pour éviter que la maison ne brûle. Au lieu de la combattre à coups de caféine ou de volonté, il faudrait peut-être commencer par l'écouter. Qu'est-ce qu'elle essaie de vous dire? Quelle part de vous-même est en train de demander grâce? C'est ce que nous allons explorer. Nous allons voir comment ce mécanisme s'est installé, souvent depuis l'enfance, et comment ce que nous appelons notre personnalité est parfois notre plus grand fardeau. Si nous creusons un peu plus profondément sous la surface de cette fatigue chronique, nous tombons nez à nez avec un personnage encombrant qui vit dans notre tête, le tyran intérieur. Nous avons tous cette petite voix, parfois chuchotée, parfois hurlante, qui commente nos moindres faits et gestes. Elle ne nous laisse aucun répit. Dès que nous nous asseyons pour souffler, elle nous dit « Tu devrais être en train de faire autre chose. Regarde tout ce qu'il reste à faire, tu n'as pas été assez bon aujourd'hui. » Ce juge impitoyable est le gardien de notre moi idéal. Il tient en permanence devant nos yeux l'image de la personne parfaite que nous devrions être, et il mesure l'écart, toujours douloureux, avec la personne imparfaite que nous sommes réellement. Cette tension permanente entre le réel et l'idéal est une hémorragie d'énergie. Nous passons notre temps à essayer de combler ce vide, à courir après une version fantasmée de nous-mêmes qui est, par définition, inatteignable. C'est comme essayer de rattraper son ombre. Plus on court vite, plus elle s'éloigne, et on s'épuise dans cette course perdue d'avance. Ce tyran ne vient pas de nulle part. Il est souvent l'héritage intériorisé des voix de notre enfance. C'est la voix du parent qui disait « peut mieux faire », du professeur qui exigeait le silence, de la société qui valorise la réussite à tout prix. Au début, ces exigences venaient de l'extérieur. Mais avec le temps, nous les avons avalées, digérées, et elles font maintenant partie de nous. Nous sommes devenus nos propres surveillants. Nous n'avons plus besoin de quelqu'un derrière notre dos pour nous mettre la pression. Nous le faisons très bien tout seuls. C'est une forme d'esclavage moderne très subtile. Autrefois, l'ouvrier était fatigué par les ordres du patron. Aujourd'hui, nous sommes fatigués par nos propres ordres. Nous sommes à la fois le maître et l'esclave, le bourreau et la victime. Et comme le maître est à l'intérieur, il n'y a nulle part où s'enfuir pour se reposer. Même en vacances, même la nuit, le tyran est là, nous rappelant nos devoirs, nos échecs, nos manques. Cette pression interne génère un sentiment toxique qui est le carburant principal de la fatigue, la culpabilité. Observez-vous. Êtes-vous capable de ne rien faire sans vous sentir coupable? Pour beaucoup, la réponse est non. Le simple fait de s'asseoir sur un canapé pour regarder le vide déclenche une alarme. Je perds mon temps. Dans notre société de la performance, l'inactivité est devenue un péché. Nous devons être productifs pour justifier notre existence. Si nous ne produisons rien, nous avons l'impression de n'être rien. Cette équation terrible nous interdit le vrai repos. Même quand nous ne travaillons pas, nous sommes dans le faire. Faire du sport,
faire des sorties, faire du développement personnel. Le repos véritable, celui qui répare, est un non-faire, un lâcher-prise total. Mais notre tyran intérieur nous l'interdit. Résultat, nous dormons, mais nous ne nous reposons pas. Le corps est allongé, mais l'esprit est toujours sur le qui-vive, prêt à bondir, rongé par la peur de ne pas être à la hauteur. Il faut aussi parler de la fatigue décisionnelle. Jamais dans l'histoire de l'humanité un individu n'a eu autant de choix à faire qu'aujourd'hui. De la marque de céréales le matin jusqu'à l'orientation de sa carrière, en passant par le choix du partenaire sur les applications de rencontres ou la série à regarder le soir, nous sommes bombardés d'options. Cette liberté, qui semble être une chance, est en réalité une charge mentale écrasante. Choisir, c'est renoncer. Et chaque choix s'accompagne de la peur de se tromper, la peur de passer à côté de quelque chose de mieux, le fameux FOMO. Le tyran intérieur nous met en demeure de faire toujours le meilleur choix. Il ne tolère pas l'erreur. Cette hyper-responsabilisation nous épuise. Nous passons un temps fou à peser le pour et le contre, à anticiper les conséquences, à regretter les choix passés. Notre cerveau surchauffe. Il est comme un ordinateur qui a trop de fenêtres ouvertes. Il ralentit, il bugue, il finit par planter. C'est le burn-out, qui n'est rien d'autre qu'un court-circuit du système de volonté. La comparaison sociale, amplifiée par la technologie, nourrit ce tyran avec une efficacité redoutable. Avant, nous nous comparions à nos voisins ou à nos collègues. Aujourd'hui, nous nous comparons à la terre entière, et surtout aux versions retouchées, filtrées et mises en scène de la vie des autres. En voyant la réussite apparente de tout le monde, notre tyran intérieur s'excite. Regarde, eux ils y arrivent, pourquoi pas toi? Tu es paresseux, tu es en retard. Nous ne voyons pas les coulisses de la vie des autres, leurs doutes, leur propre fatigue. Nous ne voyons que la vitrine. Et cette comparaison injuste nous maintient dans un sentiment d'insuffisance chronique. Nous courons pour rattraper un train qui n'existe pas. Cette course vide nos réserves de dopamine et de sérotonine, nous laissant apathiques, gris, vidés de notre substance. Le plus tragique, c'est que cette lutte intestine nous coupe de nos véritables sources d'énergie. L'énergie humaine ne vient pas seulement des calories, elle vient de la joie, de l'enthousiasme, de la connexion. Mais le tyran intérieur est un rabat-joie. Il est sérieux, rigide, austère. Il méprise le jeu, la flânerie, l'inutile. Or, c'est précisément dans l'inutile, dans le gratuit, que l'âme se régénère. En obéissant à cette dictature de l'efficacité, nous nous asséchons. Nous devenons des machines tristes. Nous sommes fatigués parce que nous n'avons plus de plaisir. Nous avons remplacé le désir par le devoir. Il faut à remplacer j'ai envie. Et un moteur qui ne tourne qu'au devoir finit toujours par casser, car le devoir est un carburant pauvre qui encrasse le moteur, alors que le désir est une énergie propre et renouvelable. Pour commencer à désarmer ce tyran, il faut d'abord le repérer. Il faut prendre conscience que cette voix dans votre tête n'est pas vous, et qu'elle n'est pas la vérité. C'est un enregistrement, un vieux programme qui tourne en boucle. Quand vous vous sentez épuisé, posez-vous la question, qui me parle en ce moment? Est-ce ma fatigue réelle ou est-ce mon juge intérieur qui me fouette? Reconnaître l'agresseur est le début de la libération. Il ne s'agit pas de tuer ce tyran, car il fait partie de nous, mais de le remettre à sa place. De lui retirer son droit de veto sur notre vie. De lui dire, je t'entends, tu as peur que je ne sois pas assez bien. Mais aujourd'hui, je décide que je suis assez. C'est un acte de désobéissance civile envers soi-même. C'est accepter d'être imparfait, d'être lent, d'être moyen parfois. C'est dans cette acceptation de notre humanité limitée que l'énergie revient, car on arrête enfin de lutter contre sa propre nature. Nous avons donc identifié le poids du masque social, étape 1, et la violence du tyran intérieur, étape 2. Mais il y a une troisième dimension à cette fatigue, plus profonde encore, qui touche à notre identité. C'est la difficulté de dire non. Nous sommes fatigués parce que nous nous laissons envahir. Nous n'avons pas de frontières. Notre territoire psychique est ouvert à tous les vents, piétiné par les demandes des autres. Comment apprendre à fermer la porte sans culpabiliser? C'est ce que nous allons explorer maintenant.
Si le tyran intérieur nous épuise en nous poussant à la perfection, il existe une autre brèche par laquelle notre énergie vitale s'échappe en continu. Notre incapacité chronique à dire non. Beaucoup d'entre nous vivent comme des maisons sans porte ni fenêtre. N'importe qui peut entrer, se servir, déposer ses bagages, et repartir sans rien donner en retour. Nous avons été éduqués, surtout ceux qui ont développé une grande empathie, avec l'idée que pour être une bonne personne, il faut être disponible, serviable et accommodant. Nous avons assimilé le non à une agression, à un égoïsme, voire à un risque de rupture du lien. Résultat, nous disons oui à tout. Oui pour aider un collègue alors que nous sommes débordés. Oui pour ce dîner dont nous n'avons pas envie. Oui pour écouter les plaintes interminables d'un ami toxique. Chaque oui que nous prononçons à contre-cœur est une trahison de nous-mêmes. C'est un contrat que nous signons avec notre propre sang. Nous achetons la paix sociale au prix de notre épuisement personnel. Cette gentillesse compulsive n'est pas de la vraie gentillesse, c'est de la soumission déguisée. Elle est motivée par la peur de décevoir, la peur du conflit, et surtout, la peur archaïque de ne plus être aimé. L'enfant en nous croit encore que s'il refuse de prêter son jouet, il sera abandonné. Adulte, cela se traduit par une disponibilité illimitée qui nous vide de notre substance. Nous devenons les déversoirs émotionnels des autres. Il existe autour de nous ce que l'on appelle parfois des vampires énergétiques. Ce ne sont pas nécessairement des gens méchants, ce sont souvent des gens en souffrance, des gens vides qui cherchent à se remplir. Ils repèrent inconsciemment ceux qui ont des frontières floues. Ils s'accrochent à eux, ils demandent du temps, de l'attention, de l'écoute, encore et encore. Et comme nous ne savons pas mettre le holà, nous nous laissons vampiriser jusqu'à la dernière goutte. Nous finissons l'interaction livide, tremblant, avec l'impression d'avoir été aspiré, tandis que l'autre repart ragaillardi, nourri par notre énergie. Le coût de cette absence de limite est terrible. Il crée un sentiment souterrain qui est l'un des plus grands consommateurs d'énergie psychique, le ressentiment. Quand nous disons oui alors que nous pensons non, nous accumulons de la colère. Nous en voulons à l'autre de nous demander trop, mais nous nous en voulons surtout à nous-mêmes de ne pas avoir su refuser. Cette colère rentrée fermente à l'intérieur. Elle se transforme en rumination, après tout ce que j'ai fait pour eux, ils abusent, personne ne me demande jamais comment je vais. Ces pensées tournent en boucle dans notre tête, jour et nuit, créant un bruit de fond épuisant. Le ressentiment est comme une fuite de gaz invisible dans la maison. On ne la voit pas, mais elle nous empoisonne lentement et risque d'exploser à tout moment. Nous sommes fatigués parce que nous portons le poids de toutes ces vies qui ne sont pas la nôtre, de tous ces problèmes que nous avons accepté de porter sur nos épaules alors qu'ils ne nous appartenaient pas. Il faut comprendre que notre énergie est une ressource limitée, comme un compte en banque. Chaque interaction est une transaction. Si vous dépensez sans compter pour satisfaire les demandes extérieures, vous finissez à découvert. Et quand vous êtes à découvert énergétique, vous empruntez sur vos réserves vitales, sur votre santé, sur votre sommeil. Apprendre à dire non, c'est simplement apprendre à gérer son budget énergétique. C'est comprendre que dire non à l'autre, c'est dire oui à soi-même. Ce n'est pas un rejet de la personne, c'est un rejet de la demande. C'est une distinction fondamentale. On peut aimer quelqu'un tout en refusant de faire ce qu'il demande. Je t'aime beaucoup, mais je ne suis pas disponible pour t'aider ce week-end. Cette phrase ne tue pas la relation. Au contraire, elle l'assainit. Elle pose un cadre. Et les relations saines ont besoin de cadre, sinon elles deviennent des jungles où le plus fort mange le plus faible. Poser des limites est aussi un acte de définition de soi. Si je suis d'accord avec tout le monde, je ne suis personne. Je suis un caméléon, une surface lisse sur laquelle les autres projettent leurs désirs. La fatigue vient de cette perte d'identité. Pour exister, il faut se différencier. Et pour se différencier, il faut savoir s'opposer. Le non est le mot fondateur de l'individualité. Regardez les enfants de 2 ans. Ils entrent dans la phase du non pour se séparer de leur mère et devenir eux-mêmes. Si nous n'avons jamais appris à dire non, nous sommes restés dans une fusion infantile. Nous sommes fatigués parce que nous essayons d'être tout pour tout le monde, ce qui est une mission impossible et divine, pas une mission humaine. Accepter nos limites, c'est accepter notre humanité. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde.
Nous ne pouvons pas être partout. Accepter de décevoir est une étape cruciale vers la guérison de la fatigue. Mieux vaut être respecté pour ses limites qu'utilisé pour sa gentillesse. Souvent, nous craignons que si nous arrêtons de donner, les gens partiront. Et c'est une possibilité. Mais posez-vous la question. Si quelqu'un ne vous aime que parce que vous lui êtes utile, est-ce vraiment de l'amour? Ou est-ce de l'utilisation? En posant des limites, vous allez peut-être perdre des clients, ceux qui étaient là pour profiter de votre énergie, mais vous allez garder les vrais amis, ceux qui vous aiment pour qui vous êtes, pas pour ce que vous faites. Ce tri naturel est salvateur. Il allège votre vie. Vous vous rendrez compte que vous avez moins de relations, mais qu'elles sont de meilleure qualité, plus réciproques. Et la réciprocité ne fatigue pas, elle nourrit. L'échange équilibré crée de l'énergie, alors que le don à sens unique en détruit. La difficulté à dire non vient aussi d'une confusion sur notre propre valeur. Nous pensons inconsciemment que nous devons payer notre place sur Terre en étant utiles. Si je ne sers à rien, je ne vaux rien. C'est une croyance toxique. Votre valeur est intrinsèque. Vous avez le droit d'exister, de respirer et de prendre de la place sans rien donner en échange, juste parce que vous êtes là. Se reposer, ne rien faire, refuser une invitation, ce n'est pas être inutile, c'est se respecter. C'est honorer la vie en soi. Quand on intègre cette idée, la pression retombe. On n'a plus besoin de courir pour justifier son existence. On peut enfin s'asseoir et savourer l'instant. Cette reprise de pouvoir sur son territoire est un processus physique. Observez votre corps quand vous voulez dire non mais que vous dites oui. Votre gorge se serre, votre ventre se noue, vos épaules s'affaissent. Votre corps sait. Il est en résistance. La fatigue est le symptôme de cette résistance. Écouter son corps, c'est commencer à respecter ses frontières. Si vous sentez cette contraction, c'est un signal d'alarme. Attention, zone rouge, ne t'engage pas. Respecter ce signal, c'est économiser des heures de frustration future. C'est garder son énergie pour ce qui compte vraiment pour nous. Nos projets, nos rêves, nos amours choisis. Nous avons vu que la fatigue vient du masque social, du tyran intérieur et de l'absence de limites. Nous sommes épuisés parce que nous sommes en guerre contre nous-mêmes et envahis par les autres. Mais alors, comment reconstruire? Comment retrouver cette énergie vitale que nous avons perdue? Comment passer de la survie à la vie? Il ne suffit pas de comprendre les causes, il faut maintenant trouver les remèdes. Dans la dernière partie de notre voyage, nous allons découvrir les clés de la régénération profonde, celles qui ne passent pas par le sommeil, mais par le réenchantement du quotidien et la reconnexion avec notre essence profonde. Nous voici arrivés au seuil de la guérison. Après avoir démasqué les vrais coupables de notre épuisement, la comédie sociale, le tyran intérieur et l'absence de limites, nous comprenons que la solution ne se trouve pas dans une pilule magique ni dans une énième technique de gestion du temps. La solution réside dans un changement radical de philosophie de vie. Il s'agit de passer d'une logique de performance à une logique de présence. Pour guérir de cette fatigue de l'âme, il faut réapprendre à nourrir ce qui est vivant en nous. Contrairement aux machines qui s'usent quand on les utilise, l'être humain, lui, s'use quand il n'est pas utilisé à bon escient. Nous ne sommes pas fatigués parce que nous en faisons trop. Nous sommes fatigués parce que nous faisons trop peu de ce qui nous fait vibrer. La première étape de la régénération est donc de retrouver le chemin de la joie et de la créativité. Il ne s'agit pas de devenir un artiste célèbre, mais de retrouver cet état de flow, ce moment de grâce où l'on est tellement absorbé par ce que l'on fait que le temps s'arrête et que le tyran intérieur se tait enfin. Pour certains, ce sera jardiner, pour d'autres cuisiner, dessiner, bricoler ou simplement marcher en forêt. Ces activités semblent inutiles aux yeux de la société productiviste, mais elles sont vitales pour notre écologie intérieure. Elles nous reconnectent au réel, à la matière, au sensible. Lorsque vous avez les mains dans la terre ou que vous mélangez des couleurs, vous n'êtes plus dans la représentation, vous êtes dans l'action pure. Votre cerveau lâche prise. C'est là que l'énergie revient. L'énergie vitale naît de l'alignement entre notre corps et notre esprit. Quand nous faisons quelque chose que nous aimons, nous ne nous épuisons pas, nous nous rechargeons. C'est le paradoxe de la passion. On peut passer des heures à pratiquer une activité qui nous plaît et en ressortir plus énergique qu'avant. C'est la preuve que la fatigue n'est pas une question de dépenses caloriques,
mais une question de résonance émotionnelle. Cherchez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait oublier de regarder votre téléphone. Et faites en plus, beaucoup plus. C'est votre médicament le plus puissant. Il faut aussi réhabiliter le silence et l'ennui. Nous avons une peur panique du vide. Dès qu'il y a un creux dans notre journée, nous le remplissons. Or, c'est dans le vide que la vie se régénère. La nature le sait bien. L'hiver, la terre se repose, elle semble morte, mais en profondeur, elle prépare le printemps. Nous, humains modernes, voulons vivre un été perpétuel, une floraison constante. C'est impossible et contre nature. Accepter de ne rien faire, de regarder le plafond, de laisser ses pensées vagabonder sans but, c'est permettre à notre psychisme de faire son ménage naturel. C'est dans ces moments de jachère que les solutions aux problèmes apparaissent, que les envies profondes remontent à la surface. Le repos n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. C'est le temps nécessaire pour que l'eau boueuse de notre esprit se décante et redevienne claire. Oser l'inactivité. Oser dire « je ne fais rien » sans rougir. C'est un acte de résistance politique et spirituelle dans un monde agité. La guérison passe également par une réconciliation avec notre imperfection. Donald Winnicott, un grand psychanalyste, parlait de la mère suffisamment bonne. Il expliquait qu'une mère n'a pas besoin d'être parfaite pour que son enfant aille bien, elle doit juste être suffisante. Appliquons ce concept à nous-mêmes. Soyons des humains suffisamment bons. Acceptez que votre maison ne soit pas toujours rangée, que vos dossiers ne soient pas toujours impeccables, que vous ayez des jours sans. Cette acceptation fait fondre la tension interne. Quand on arrête de viser le 20/20, on découvre que le 15/20 est très confortable et permet de vivre heureux. La perfection est un mythe glacé et solitaire. L'imperfection est chaleureuse, elle nous relie aux autres, car elle nous rend accessibles. En montrant vos failles, vous donnez la permission aux autres de montrer les leurs. Vous créez un cercle vertueux de détente collective. Je suis fatigué, je n'y arrive pas aujourd'hui. Dire cela, c'est briser l'armure. C'est souvent à ce moment-là que l'aide arrive, que la solidarité se met en place. On ne peut pas aider quelqu'un qui prétend être invulnérable. Nous devons aussi apprendre à reconnecter avec notre corps. Notre fatigue est souvent mentale, coincée dans la tête. Pour la dissoudre, il faut redescendre dans le corps. Le corps ne ment jamais. Il vit dans le présent absolu. Respirer en conscience, sentir le poids de son corps sur la chaise, écouter les bruits environnants, c'est couper le cordon avec les soucis du futur et les regrets du passé. Des pratiques comme la méditation ou le yoga ne sont pas des modes. Ce sont des hygiènes de vie nécessaires pour survivre à la folie du monde moderne. Elles nous apprennent à devenir l'observateur de notre fatigue plutôt que sa victime. Au lieu de dire « je suis fatigué », dites « je ressens de la fatigue ». Cette petite nuance change tout. Vous n'êtes pas la fatigue. Elle est un nuage qui passe dans votre ciel. Vous êtes le ciel. En prenant cette distance, vous évitez de vous noyer. Vous traitez la fatigue avec douceur, comme on soigne un enfant fiévreux, en lui donnant du repos et de la chaleur, et non en lui hurlant dessus pour qu'il se lève. Finalement, cette fatigue chronique est peut-être une chance déguisée. Elle est un messager. Elle vient frapper à votre porte pour vous dire « Et, tu t'es éloigné de toi-même. Reviens ». Elle vous oblige à vous arrêter, à faire le tri, à redéfinir vos priorités. Si vous l'écoutez, elle peut être le point de départ d'une vie nouvelle, plus authentique, plus alignée. Une vie où vous ne faites plus les choses par devoir ou par peur, mais par choix et par amour. Une vie où vous respectez votre rythme biologique, vos saisons intérieures. Peut-être que cela signifie changer de travail, peut-être que cela signifie voir moins de gens, ou peut-être simplement changer votre regard sur vous-même. Quoi qu'il en soit, ce changement est salvateur. Ne détestez pas votre fatigue. Remerciez-la. Elle est la gardienne de votre intégrité. Elle vous empêche de continuer sur une route qui n'est pas la vôtre. Alors, ce soir, quand vous vous coucherez, essayez de déposer les armes. Enlevez le costume du héros, du travailleur infatigable, du parent idéal. Retrouvez votre peau nue, vulnérable et vraie. Dites à votre tyran intérieur de prendre des vacances. Dites à votre corps que vous l'avez entendu.
Et promettez-vous, non pas de faire plus demain, mais d'être plus. D'être plus présent à vous-même, plus doux, plus indulgent. La vie n'est pas une course de vitesse, c'est une promenade. Il n'y a personne à rattraper, personne à impressionner. Il y a juste vous, votre souffle, et ce moment unique qui vous est offert. Vous avez le droit d'être fatigué, et vous avez le droit de guérir. Prenez le temps qu'il faudra. Le monde peut attendre. Votre âme, elle, vous attend depuis trop longtemps. Retrouvez-la. C'est là, et seulement là, que se trouve le repos éternel et vibrant de celui qui est enfin rentré à la maison.